Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de nous tous et tous, du gouvernement, meilleurs vœux, une bonne santé, un bon travail en commun dans les relations entre le gouvernement et la presse. Ce sont des relations importantes et le rôle de la presse, par ces temps difficiles, est important pour communiquer les sujets. Nous réjouissons de cette collaboration dans cette nouvelle année qui vient de commencer. Une année qui était turbulente, qui a commencé de manière turbulente, de manière triste avec la catastrophe en Suisse. Ça aurait pu arriver ailleurs aussi. Ça nous attriste tous parce qu'on peut s'imaginer qu'on pourrait se trouver dans une telle situation, soi-même ou ses enfants. Ça nous donne une certaine perspective. Turbulence également, si on voit ce qui s'est passé au Venezuela et les conséquences que ça aura directement ou indirectement sur notre société, même si géographiquement on est à une certaine distance. Les impacts existent, de même que pour la situation de l'Ukraine qui reste compliquée. Et tout de suite après cette conférence de presse, je me rendrai à Paris pour participer au sommet de la coalition des volontaires, où tous ensemble, en tant qu'Européens, mais ensemble avec les Canadiens et les Américains, on va essayer de mettre sur pied une paix durable. Ça a également un impact sur Luxembourg, un impact sur l'Europe, parce qu'il nous faut une Europe plus forte. C'est important pour notre pays. Il faut qu'on reste souverain, qu'on applique nos valeurs et qu'on soit le futur de cette manière. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Dans un tel contexte, ce gouvernement, qui a pris son mandat il y a 2 ans, a dit on souhaite un pays où on prépare Luxembourg pour le futur, pour renforcer le futur. Il nous faut donc une économie forte, de bons postes, il faut que les conditions cadres soient bonnes pour pouvoir créer une politique sociale et familiale forte. Et c'est précisément cette politique sociale et familiale qui est au sujet, au milieu de cette conférence de presse, au début de cette nouvelle année. Une série de réformes structurelles qu'on a déjà fait l'année dernière. Là, on essaie de continuer à bien mettre en place les grands objectifs de la politique. On le présente ensemble parce que en politique, un chapitre n'est pas tout à fait indépendant de l'autre, mais ça forme un tout. De quoi il s'agit? Au niveau de la politique, il s'agit d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes. On l'a déjà fait au début de cette période de législation, on le fait maintenant avec une réforme fiscale structurelle. On aimerait que les personnes aient plus de net du brut, que le revenu net, l'argent avec lequel on vit, soit important et que les familles aillent mieux. On souhaite également une justice sociale et une cohésion sociale importante, forte dans ce pays. C'est très, très important. C'est important que la différence entre les différentes personnes ne soit pas trop importante. C'est pourquoi nous proposons des éléments ici dans ces mesures pour renforcer la cohésion sociale au Luxembourg, dont la lutte contre la pauvreté, c'est un point sur lequel on a toujours insisté dès le début de notre législature, parce qu'il y a le risque que les enfants tombent dans la pauvreté. C'est pourquoi il faut un fort soutien pour les enfants. On trouve que c'est important. Et cela se reflète dans ces propositions. Troisième élément, il faut tenir compte de la diversité de la composition des familles. Comme les autres pays en Europe, Luxembourg a évolué beaucoup ces 20 dernières années. Il faut arriver à une justice sociale indépendamment de sa composition familiale. Il faut que tout le monde soit traité de la même manière et mieux que par le passé. On va encore revenir au pouvoir d'achat des personnes. Plus de pouvoir d'achat, plus de lutte contre la pauvreté, cohésion sociale, politique favorable aux enfants, ce sont les objectifs communs.
Et je vais les présenter ce matin avec mes collègues du gouvernement. D'une part, une réforme fiscale ambitieuse qui essaye de tenir compte des différentes sociétés, de différentes compositions familiales. Le ministre des Finances va le présenter. Une classe d'impôt unique. On en parle depuis longtemps, mais nous, notre gouvernement la met en place. Une réforme du chèque service accueil pour aider les parents financièrement, les décharger, surtout ceux qui ont un faible revenu. Et nous introduisons une augmentation importante des allocations familiales pour nous assurer que chaque enfant aille bien dans ce pays. Ceci, c'est une politique moderne, sociale, en faveur des familles. Et je pense qu'après beaucoup de travail qui a été assuré par beaucoup de nos collègues, là, on est en mesure de présenter un paquet de mesures qui est une réforme structurelle pour renforcer l'avenir de nos enfants. C'est une politique qui clairement veut le bien-être de toutes les familles avec enfants et des enfants. Une politique fiscale qui s'adapte à la situation de la société. C'est une politique qui est favorable pour tout le monde, qui rend compte de la situation des familles et qui aide de manière ciblée les personnes à faible revenu. C'est une politique du vivre ensemble, une politique pour chaque famille, une politique pour chaque enfant. Et j'espère que ces prochains mois, ce sera ça viendra d'abord à la Chambre. J'espère que ce sera voté et que ça trouvera un large soutien parmi tout le monde. Il y a eu beaucoup de consultations préalables avec les ministres afin de rendre compte des soucis de cette société. Je pense que c'est un exercice intéressant et je vais maintenant donner la parole à mes différents collègues qui vont expliquer les détails. Donc, la parole est au ministre des Finances, Gilles Roth. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci d'être venu. Je présente mes meilleurs voeux également, une belle santé. Le Premier ministre a dit, voilà, le cadre, c'est ensemble avec chaque famille pour chaque enfant. C'est vraiment l'orientation principale. Et une pièce du puzzle ici, c'est la réforme fiscale, une classe d'imposition unique pour tous au Luxembourg pour la première fois. C'est une réforme de la société. En même temps, c'est la réforme fiscale la plus favorable aux familles qui a jamais existé ici, dans un consensus le plus large possible. C'est ce que je veux souligner avec tous les partis, tous les groupes politiques de la Chambre et tous les partenaires sociaux. Et je veux remercier déjà maintenant tout le monde pour les discussions ouvertes qu'on a eues et qui ont vraiment mené à pouvoir réaliser ce projet, déposer ce projet de loi à la Chambre. Qu'en est-il ressenti? Quels sont les objectifs? Un concept moderne qui correspond à la situation de tout le monde, un allègement conséquent et personne ne doit perdre. Et ceci à partir de l'année 2028. Une classe d'impôt unique pour tout le monde, pour chaque famille, pour chaque mère, pour chaque père, aussi pour les mères et pères monoparentaux, ce sont des familles. À l'avenir, avoir une seule classe d'impôt indépendamment de l'état de famille. Aujourd'hui, on a 3 classes. Les personnes mariées pacsées, la classe d'impôt 2, ça fait 240 000 dossiers. Et puis, les singles, les célibataires, ce sont 325 000 dossiers. Et les personnes, les retraités ou les veufs qui se trouvent dans la classe d'impôt A8, ce sont à peu près 100 000 dossiers. Pourquoi je parle de ces dossiers? Parce que ici, on ne parle pas seulement des personnes qui sont résidents, mais également les frontaliers, d'où le grand nombre de dossiers.
Chacun peut pouvoir choisir le modèle familial qui lui plaît le plus, qui lui convient le plus, vu sa situation familiale. Et l'État ne doit pas se mêler de la situation familiale. C'est pourquoi les impôts doivent être neutres, donc être vus de manière neutre pour tous les modèles. Une nouvelle classe fiscale, c'est plus de stabilité, plus de sécurité, de planification. La situation fiscale ne sera pas influencée si la situation de famille change du jour au lendemain. Par exemple, si un partenaire décède, par exemple, si on se marie, si les enfants partent de la maison ou si on divorce ou on se sépare. Dans cette classe unique, il ne faut pas automatiquement payer pour son partenaire. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas un automatisme. Donc, plus d'autoresponsabilité, d'autodétermination. C'est aussi une simplification. Cette classe unique, c'est une imposition plus simple, plus transparente. Un seul barème qui s'appelle U. U, c'est moins de tranches. La deuxième carte d'impôt dans un ménage est supprimée et ça amène une charge fiscale plus transparente pour chaque personne individuelle. Cette nouvelle classe, c'est moins d'impôts pour les personnes. Personne ne payera plus d'impôts après la réforme. Pour la plupart des gens, une réforme, c'est un allègement conséquent. On paye seulement des impôts à partir de 26 650 euros. Actuellement, c'est à partir de 13 200 et quelques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelques exemples. Dans votre presse de dossier, vous allez trouver encore d'autres exemples et ça se trouve aussi sur le site Internet du gouvernement et dans le projet de loi qu'on dépose aujourd'hui. Pour une situation... Pour les parents qui ont 50 000 impôts, classe d'impôt 2, aujourd'hui, ils payent maintenant 2 188 ou 85% d'impôts de moins que maintenant. Pour un revenu imposable de 75 euros, ce couple paye 3 789 euros de moins ou 49% de moins d'impôts qu'aujourd'hui. Pour un revenu imposable de 125 000 euros, le couple paye 5 037 euros, ça veut dire 19% de moins d'impôts qu'aujourd'hui. Un couple de pensionnaires avec un revenu imposable de 100 000 euros en classe d'impôt 2 paye avec la nouvelle classe d'impôt 4 160 euros ou alors 26 personnes de moins d'impôts que maintenant. Les familles monoparentales, on leur a donné des allègements conséquents ces 2 dernières années avec avec cette réforme, avec un revenu de 50 000 euros et les crédits d'impôt complets, il y aura encore 567 euros, ça veut dire 31% d'impôts de moins que maintenant. Et depuis 2023, c'était la volonté du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. La famille monoparentale paiera au total 4 707 euros de moins qu'il y a 2 ans. Ou pour le dire autrement, c'est aussi une mesure contre la pauvreté des enfants. Alors, si nous prenons un célibataire avec un revenu imposable de 50 000 euros, eh bien, il paiera à partir de 2028 2 600 euros il aura 2 600 euros net en plus, donc 33% moins d'impôts. Alors cette réforme vaut pour tout un chacun qui entrera dans le système à partir du 1er janvier 2028, donc quelqu'un qui commence à travailler. Mais la réforme vaut aussi pour les personnes qui, au 1er janvier 2028, ces personnes vont passer automatiquement dans les classes d'impôt 1 et 1A.
Pour ce qui est des gens qui sont dans la classe fiscale de 2 avant le 1er janvier 2028, eh bien, elles ont le choix. Soit elles restent dans la classe fiscale de 2 jusqu'à 25 ans, ou alors ils passent, comme on l'avait dit, dans cette nouvelle classe d'impôt. Pourquoi ce régime transitoire de 25 ans pour les personnes qui sont actuellement en classe d'impôt 2? Eh bien, c'est pas comme si tout le monde avait vraiment un intérêt à changer tout de suite dans la nouvelle catégorie d'impôt. Cela vaut surtout pour les ménages dans la classe d'impôt 2 avec un seul revenu, ou alors quand il y a une très grande différence entre les deux revenus. Dans la classe d'impôt 2, nous avons actuellement 240 000 dossiers fiscaux. De ces 240 000, 100 000 dossiers concernent un ménage qui ont soit un seul revenu ou alors un ménage où il y a une très grande différence entre le premier et le deuxième revenu. Donc tout cela également pour 75% où c'est les personnes qui vivent ici dans le pays de ces 50 000, il y a également de ces 100 000 dossiers, il y en a 50 000 qui concernent des ménages résidents, 20 000 concernent des pensionnés. Alors, ce sont justement ces gens-là qui ont ce seul revenu ou alors une grande différence entre les deux revenus. Ce sont ceux qui profitent de la taxation commune. Donc, c'est bien pour ça que ces gens vont garder le choix de rester pendant cette période transitoire de 25 ans dans l'actuelle classe fiscale 2. Cela vaut pour toute une génération et cela est vrai pour les personnes, pour les couples, qu'elles soient mariés ou pacsés, que ce soit des résidents ou des frontaliers. C'est une question de confiance des gens dans l'État. Donc, il y a le principe juridique de la confiance légitime. En d'autres mots, les avantages que ces personnes ont aujourd'hui vont être maintenus. Pendant 25 ans, à tout moment, ils auront en revanche le choix de passer dans le régime de la classe unique. Alors ça peut être le cas pour un couple où une des personnes ne travaille pas pour s'occuper des enfants à partir du 1er janvier 2028. Alors dans ce cas, il est très probable que ce sera plus intéressant que les deux partenaires paieront moins d'impôts dans la nouvelle classe fiscale. De toute façon, l'administration des impôts pourra assister les personnes dans leur choix, soit en ligne, soit dans le cadre d'une conversation directe. En revanche, si un autre choix est fait, il sera définitif, il sera donc irrévocable, il ne sera pas possible a posteriori de repasser dans la catégorie fiscale 2. Alors, il y a d'autres mesures qui sont prévues, comme le disait le Premier ministre, ce sont les enfants qui sont au centre des intérêts. C'est pour ça qu'on a prévu un nouvel abattement petite enfance. Nous voulons que les familles aux enfants soient traitées de la même manière et renforcées de la même façon. C'est un abattement que reçoivent les parents qui, après la réforme, seront taxés dans la nouvelle classe fiscale unique. Cet abattement à hauteur de 5 400 € par mois ou 450 € par mois intervient pour les enfants jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 3 ans en date du 1er janvier. Si ce sont les deux enfants qui s'occupent de l'enfant, l'abattement sera distribué à 50% pour les deux parents, donc 2 700 € par parent. Et dans le cas d'un parent monoparental, cette personne reçoit le montant complet de 5 400 €. Alors vous allez demander pourquoi jusqu'à 3 ans. Eh bien, c'est le moment, et ça ce sont messieurs Han et Maj qui vont l'expliquer, c'est à partir de ce moment-là que les enfants ont le droit à une éducation précoce. Il y a deux mesures qui sont encore prévues pour les
ménages avec des enfants, les crédits d'impôt pour les monoparentaux vont encore une fois augmenter de 500 €. Donc, cela va passer de 3 504 à 4 008 €. On l'avait déjà augmenté de 1 000 €, mais alors l'abattement pour les enfants qui ne seront pas dans le ménage sera également augmenté de 5 424 € à 5 928 €. C'est donc dans le cas d'espèce un des parents qui paie une pension alimentaire pour son enfant qui vit chez l'autre parent. Donc encore un soulagement pour les familles. On s'est posé la question comment on peut soutenir les gens qui veulent avoir plus de temps pour leur famille, qui veulent raccourcir leur temps de travail, qui veulent être présents pour leur enfant, surtout pendant les premières années de vie de leur enfant, ou alors pour une personne plus âgée, pour les gens qui veulent s'occuper des grands-parents, par exemple. Là, ce sont des dépenses particulières, des dépenses spéciales pour les adapter au cadre de vie des personnes. Une dépense spéciale qui est déjà déclarable et déductible fiscalement si c'est une personne qui ne cotise plus ou moins dans le régime des pensions obligatoires, eh bien cette personne a la possibilité de s'inscrire au CCSS pour pouvoir régler ce souci. Il y aura une assurance volontaire pour maintenir la pension, la carrière de pension. Donc, toutes ces cotisations seront déductibles fiscalement, également pour les personnes mariées. Donc, si vous cotisez pour l'autre conjoint, ce sera également déductible fiscalement. En même temps, c'est une mesure contre la pauvreté dans l'âge. Donc, vous voyez, la lutte contre la pauvreté est importante sur tous les plans. Ce sera également un sujet de la classe fiscale unique. Il y a des choses qui sont prévues dans l'accord gouvernemental. Le plafond, par exemple, pour les assurances, va passer de 672 € à 900 €. Le plafond pour les cotisations pour un contrat en vue d'une construction passe de 672 à 900 € et pour les personnes jusqu'à 41 ans, de ce montant passe de 1344 à 1500 €. L'abattement forfaitaire pour le personnel de maison, pour les frais de soins ou pour la garde des enfants pourra passer de 5 400 à 6 000 €. Pour ce qui est des tranches de revenus, de ces charges extraordinaires, ce sera également adapté à la hausse. Donc, il ne faut plus des charges extraordinaires très élevées pour pouvoir les déduire fiscalement. Alors, que se passe-t-il dans l'éventualité d'un décès ou d'un divorce? Eh bien, dans le cas du décès de l'homme ou de la femme, le partenaire continuera à être taxé dans la classe fiscale 2 actuellement pendant 3 ans. Idem en cas de divorce. Eh bien, ça va changer. Cette période transitoire va passer de 3 ans à 5 ans. Puis, encore quelques mots au sujet de l'adaptation du barème d'impôt à l'inflation, ce dont discutent les partenaires sociaux. Cette adaptation automatique du barème sera également introduite. Nous allons adapter ces dispositions à l'article 125 de la loi sur les impôts. S'il y a 3 tranches indiciaires qui échouent, à ce moment-là, le gouvernement devra présenter un projet pour que la Chambre adapte ce barème.
pour ce qui est des coûts, c'est une grande réforme sociétale et il n'y a pas moyen d'obtenir ça à un tarif zéro. Alors, pour l'année fiscale 2028, nous arrivons à des coûts situés entre 850 et 950 millions par an. Nous avons actuellement des finances de l'État stables et ces finances resteront également stables et robustes après cette réforme. C'est quelque chose qui est également financé par des tranches indiciaires qui vont échoir jusqu'en 2028 ou qui n'ont pas encore été apurées. Cela correspond à 450 millions d'euros et ce montant de ce financement va se chiffrer donc entre 450 et 500 millions d'euros, pratiquement la moitié. Donc nous ne parlons pas de frais. En réalité, nous remboursons aux gens ce qu'ils ont perdu par ce qu'on appelle la progression froide. Il y a des coûts, oui, mais il ne faut pas oublier les améliorations à plus long terme de cette réforme, parce que ça fait des décennies qu'on en parle, nous on le transforme. Nous avons une réforme pour plus de justice sociale, une réforme qui renforce le pouvoir d'achat des gens, une réforme pour une fiscalité, une législation sur la fiscalité moderne. C'est plus simple, plus transparent, plus équitable pour tout un chacun. Personne ne perd rien et c'est un allègement pour les classes moyennes qui travaillent. C'est donc quelque chose que toute une série de gouvernements avaient dans leur programme de par le passé. C'est quelque chose que nous allons continuer à faire avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires à la Chambre. Nous sommes au début d'un processus législatif. Des adaptations seront encore et toujours nécessaires. Nous espérons que cette réforme pourra être votée jusqu'à la fin de l'année. Après, l'administration des impôts aura un an pour se préparer, un an pendant lequel nous allons informer les citoyens dans tous les détails et nous allons leur donner une aide très concrète. Et c'est pourquoi, au début 2027, on va introduire une calculette d'impôts en ligne. Notre administration d'impôts va soutenir les citoyens. Voilà. Merci. Je rends la parole au Premier ministre. Merci pour cette réforme ambitieuse, favorable aux familles, qui correspond bien au temps présent. Et vous voyez tous ces détails que le ministre a donnés. Il y a de nombreux aspects qui sont couverts. Et vous aurez certainement beaucoup de questions à cet égard. On va continuer et je veux donner la parole au ministre de la Famille, Max Hammes, qui va expliquer sa position. Monsieur le ministre de la Famille, merci au Premier ministre, merci au ministre de la Famille, des Finances pour l'introduction. La réforme qu'on vous a présentée maintenant, c'est un changement de paradigme, pas seulement dans la politique fiscale, mais aussi pour la politique sociétale. Le gouvernement ne s'inquiète pas de ce qu'on vit dans un couple, comme on est marié, pacsé, mais ce qui nous importe, c'est qu'un couple, s'il y a un enfant, dans le ménage ou pas. C'est pourquoi on a créé un paquet de 250 millions qu'on a investi dans les enfants, dans les familles, et ceci de deux manières. D'une part, on agit en largeur par l'adaptation des prestations de la caisse du futur des enfants, et d'autre part, par une mesure ciblée qui aidera les familles qui risquent de tomber dans la pauvreté des enfants. Et ceci à côté des mesures fiscales que Gilles Rode vient de présenter.
c'est important d'agir, donc de payer par la caisse du futur des enfants. Donc l'argent est automatiquement payé. Tout d'abord, arrivons aux mesures qui vont adapter par la Caisse de l'avenir des enfants. Donc, c'est l'allocation des enfants. On a 3 catégories pour le moment qui restent telles quelles. D'une part, 0 à 5 ans, puis de 6 à 11 ans, et puis à partir de 12 ans, pendant tout le temps de la scolarisation, jusqu'à 18 ans ou plus, si on est toujours au lycée, par exemple. Et il y a aussi, ça va de 45 euros jusqu'à 12 ans et 60 euros à partir de 12 ans, à partir de 27, donc 1 an avant la mise en place de la nouvelle réforme fiscale. Pour la catégorie de 0 à 5 ans, les allocations seront 307. À partir de 6 à 11, ce sera 375. Et à partir de 12 ans, 425 euros. Ensuite, à côté de ceci, on va aussi procéder à une augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. C'est payé au mois d'août pour faire en sorte de compenser les dépenses supplémentaires de la rentrée. Et là, pour l'instant, il y a 2 catégories d'âge, d'une part de 6 à 11 et d'autre part à partir de 12 ans. Et là, aujourd'hui, dans la tranche 6 à 11, on augmente de 115 à 175 et dans la catégorie au-delà de 11 ans, donc à partir de 12 ans, on passe de 235 à 325 euros. Ensuite, il y a une série de prestations qui seront payées par la Caisse de l'avenir qui ne sont pas indexées. On va les réindexer. C'est d'une part cette allocation de rentrée scolaire et d'autre part, c'est l'allocation spéciale supplémentaire. Donc, c'est des fois connu sous le nom de deuxième allocation, ce qu'on reçoit par exemple pour un enfant atteint de handicap, et les allocations de naissance seront également automatiquement indexées. Puis la prochaine augmentation est une nouvelle tranche de l'allocation de naissance. Pour l'instant, il existe 3 tranches. L'allocation prénatale tout d'abord, avant la naissance, pour les tests médicaux, etc., de la mère, etc., pour le dentiste, le gynécologue. Allocation de naissance, ensuite, l'enfant est examiné après la naissance, et puis l'allocation postnatale, donc après la naissance, ou jusque de 0 à 2 ans. Il y a également des examens pédiatriques qui sont prévus. On sait, je l'ai dit, c'est jusque 2 ans. À partir de 2 ans, jusqu'à la scolarisation de l'enfant, il y a en fait plus d'examens médicaux qui sont prévus. On peut aller chez le médecin à tout moment, bien entendu, vous allez me dire. Il y a un bilan 30 gratuit. C'est pour 30 mois, 2 mois et demi, jusqu'aux 2 mois et demi des enfants. On peut faire un test pour avoir une reconnaissance antérieure de certains problèmes. Une 50aine de % de parents en profitent, où les parents accompagnent les enfants pour cet examen. Ceci, on veut le changer. Et là, on va faire en sorte, avec l'introduction de nouvelles tranches, une 4e tranche, pour tenir compte de ce volet. Il y aura encore quelques petites adaptations qui seront prévues encore pour le parcours de l'enfant, pour la reconnaissance assez anticipée, donc des problèmes. Une autre mesure ciblée qui sera introduite également à partir du 1er janvier 2027, parce qu'on s'est dit aucun enfant doit être exclu des activités extrascolaires. On prévoit 3 catégories d'âge, une fois de 4 à 5 ans, où on recevra 300 euros. De 6 à 11 ans, on pourra recevoir 1 000 euros par an. Et à partir de 12 ans, 3 000 euros par an. Cette nouvelle aide sociale, on va les regrouper dans une nouvelle aide qui comprend aussi l'allocation de vie chère, la prime à l'énergie, la nouvelle aide financière aux personnes âgées.
Ces 4 aides sociales vont être regroupées, ce qui nous permettra d'arriver à une automatisation quand c'est possible, par exemple pour ceux qui perçoivent le REVIS, pour faire en sorte qu'il y aura un seul barème applicable et qu'on fera en sorte qu'il faudra juste faire une seule demande, et si on continue à remplir les conditions, qu'on percevra les aides par la suite également. 2 exemples ici qui peuvent profiter de ce genre d'aide. Prenons l'exemple d'une personne monoparentale avec un enfant. Cette personne peut avoir jusqu'à 4 065 euros d'un revenu pour l'avoir en totalité. Et puis, il y a une dégressivité linéaire pour faire en sorte que si on gagne 10 euros de plus, par exemple, pour éviter que là, on n'ait plus cette aide. C'est pour ça que c'est une dégressivité dégressive jusqu'à un montant de 596. Pour un couple de 2 ans, donc jusqu'à un brut de 5 690, là, on peut profiter du montant complet. Là aussi, ça descend de manière dégressive jusqu'à 7 979 euros. C'est important pour nous, ces montants que je viens d'énumérer, ces adaptations. Là, il y a de l'accompagnement, oui, la Statec a adapté les références pour les différentes catégories des enfants. Et ce paquet que je vous ai présenté maintenant, je peux vous dire que là, pour chaque catégorie d'âge, je viens d'énumérer, pour chaque catégorie, on a chaque fois, on regarde le budget de référence du Statec. Merci d'avoir écouté et je donne la parole au Monsieur le Premier ministre. On a également le ministre de la Famille qui vient de nous dire les points importants pour faire en sorte qu'on soutient les enfants ici au Luxembourg et que personne ne va être abandonné. Donc, dès le début, cette position, on a également présenté ce plan déjà, et là, il y a des éléments concrets qui font en sorte que les personnes aillent mieux dans ce pays. Là aussi, il y a le service de chèque service accueil. Je donne la parole au ministre Maj. Merci, le Premier ministre, chers collègues. On a déjà entendu beaucoup comment aider les familles, mais comment investir dans l'avenir des enfants. Et là, quand on parle des possibilités de l'avenir, on est aussi pour la justice d'éducation. Les écoles sont importantes, mais également la garde d'enfants est très importante. Et c'est documenté par la recherche qu'une bonne garde d'enfants aide à l'évolution de l'enfant, à l'évolution socio-émotionnelle, l'évolution du langage de l'enfant et également une bonne base pour le succès à l'école. La garde des enfants est aujourd'hui beaucoup plus que juste une garderie. Et pour les enfants, les parents qui ne peuvent pas le payer, donc cette garde, c'est un investissement dans le futur des enfants. La garde des enfants, c'est aussi de la politique de famille, politique sociale, parce que ça permet aux personnes d'aller travailler, aux 2 personnes d'un couple d'aller travailler. Ça permet que les parents ou les parents monoparentaux aient un revenu solide, un bon travail, un bon revenu. C'est la meilleure garantie contre la pauvreté des enfants. Donc la garde d'enfants a toujours été une forte contribution à vraiment à la bonne situation des enfants et contre la pauvreté des enfants. Ça permet également aux parents qui veulent travailler à 2 de le faire et de joindre travail et vie professionnelle et de rendre ceci possible. Et ainsi, la garde d'enfants, c'est important quand il faut créer une société moderne, quand il faut garantir l'égalité des genres sur le marché du travail, que ce n'est pas seulement l'homme qui doit ramener l'argent du ménage, la femme peut également contribuer et ça réduire
la dépendance de celui qui n'a, par exemple, pas de revenus personnels. Et là, c'est vraiment important pour une société moderne. C'est que ça vaut. On l'entend toujours quand ça manque, quand on n'a pas de place, par exemple, quand on n'a pas cette situation. Il y a 12 ans, il y a un grand changement de paradigme avec la création du ministère de l'Enfance et de la Jeunesse. C'est aussi l'éducation non formelle, et par des initiatives successives, on a fait en sorte que ce soit possible et la garde soit en partie gratuite pour investir dans la qualité, pour stimuler la formation du langage, pour assurer la formation continue des employés, oui. Là, on est au point où on va faire une grande réforme du chèque service accueil qui a été accepté par le Conseil de gouvernement. Cette réforme base sur 4 grands piliers. Et surtout, c'est le soulagement, l'allègement des parents, parce que là, il y a des mesures de politique familiale, d'impôts, etc., comme on vient de le présenter. Il y a 3 autres piliers. La garantie de la garde, donc d'ici 2030, chaque enfant ait la possibilité d'avoir une place dans une structure d'accueil et de garde. C'est aussi pour la qualité, on va investir dans la qualité, et également tout le secteur sera restructuré de manière financière et structurelle. Donc il y aura une conférence de presse lundi prochain qui aura lieu au ministère de l'Éducation. Il y aura beaucoup de choses à dire, mais je pense que si ça va au-delà. Encore un petit mot par rapport à l'allègement. Il y a 4 mesures pour les parents donc, qui vont être efficaces pour laisser plus d'argent aux parents pour la garde d'enfants, pour que la garde d'enfants soit plus accessible. D'abord, une mesure sélective, c'est l'adaptation du barème du chèque service accueil. Dans les catégories inférieures, les heures qui sont prestées gratuitement, on va augmenter le nombre. Ça veut dire, il y a 2 exemples, une famille qui perçoit 2 fois le revenu minimum, la garde sera complètement gratuite. Ils vont pouvoir utiliser gratuitement de tout. Une famille qui perçoit 3 fois le salaire minimum, il y aura donc 29 heures par semaine de gratuit. Deuxième point qui est important, beaucoup de familles aujourd'hui, c'est la facturation unique des modèles, indépendamment du prestataire et du service qu'on utilise, une crèche conventionnée ou non conventionnée, des parents qui gardent les enfants pendant la journée. Donc, le modèle est le même. Donc, ici, il y a des pratiques qu'on va supprimer. Par exemple, il faut payer plus d'heures qu'il nous faut. Donc, un manque de flexibilité. Quand on va d'un mois à l'autre réduire le nombre d'heures à la crèche, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on veut changer. Et en fait, c'est déjà prévu actuellement dans les crèches conventionnées, et ce sera le cas aussi pour les crèches non conventionnées. Ça a certainement un impact sur la facture qui devra être réglée par les parents, parce que bon, si je veux 25 heures, et si je dois payer 40 heures, parce que sinon j'ai pas de place à la crèche, c'est quand même quelque chose qui va pas ça. Alors, il y a également la question du supplément, qui est également demandé dans une série de structures, en dehors de ce qui est déjà prévu par les chèques services, eh bien, nous allons abolir ce système. Le nouveau système va prévoir que pour la transmission d'une charge publique qui est prévue par les crèches conventionnées ou non, ce sera réglé de façon à ce que l'État paye ce supplément pour le financement de ces structures, et ce n'est pas quelque chose qui sera facturé aux parents. Nous avons également constaté
que ce sont surtout des enfants de milieux économiquement défavorisés, allaient souvent dans des crèches conventionnées. Ici, c'est particulièrement favorable pour les familles en provenance de revenus de situation modeste. C'est donc à l'avenir, peu importe que de la structure juridique de la crèche, la facturation sera pareille au même. Il y aura une quatrième mesure qui ne concerne peut-être pas beaucoup d'enfants, mais ça va se faire remarquer. Ce sont les enfants qui sont chez les parents pour un jour. Et jusqu'à présent, ça allait pour 1 an jusqu'à 4 ans. Et il y a cette idée pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, tout le monde pourra également profiter. Et il faut bien que quelqu'un aille le payer. Dans le cas d'espèce, c'est l'État. Et ce sera un soulagement d'un montant de 79 millions d'euros sur base des chiffres de 2025. Une fois de plus, les enfants paieront moins. Ce sera un montant de 2/3. Quand on voit ce que les parents ont dû contribuer eux-mêmes pour la garde des enfants, c'est actuellement une réduction de 2/3. Et nous avons le but de s'approcher de la gratuité de toute la garde des enfants. C'est un cas important dans ce contexte. Et donc, on aurait quand même déjà fait 2 des 3 pas nécessaires. Mais il faut préciser aussi que, d'autre part, il y a des effets différents dans le cadre des modèles de tarification et de facturation. Ce modèle-là doit être identique. Et là, je vois si je suis déjà avec mon enfant dans une crèche conventionnée, je remarque la différence plus vite que dans le cadre d'une crèche non conventionnée. Et c'est pas évident de présenter les chiffres. Vous le voyez en examinant les documents, parce que c'est pas pareil pour tous les enfants, parce que ce sont des enfants qui viennent de niveaux différents pour être transférés sur un niveau identique supérieur. Et on peut voir comment ça se passe chez les parents pour un jour. Là, ce serait une économie de 1 900 euros pour les enfants dans une crèche conventionnée qui applique déjà cette tarification. Là, c'est encore un faible gain de 220 euros par enfant. Et pour une crèche non conventionnée, là, ce serait un gain par enfant de plus de 3 000 euros. Et si on a une maison relais privée pour les enfants scolarisés, ça peut représenter plus de 1 800 euros par enfant. Et dans des cas isolés, que nous avons documentés aussi dans les documentations remises, ça peut être de 2 500 euros dans 2-3 enfants qui sont dans le système, dans l'une ou l'autre forme de garde. Ce sera bien entendu encore davantage. Donc, cette garde d'enfants doit devenir abordable, carrément gratuite pour de plus en plus d'enfants. Le système, lui, devient plus transparent, il devient plus accessible. Nous renforçons les chances de ces enfants en vue de leur avenir, et cela permet aussi aux parents d'aller travailler. Donc, les parents peuvent avoir l'esprit reposé en allant travailler, en sachant que leurs enfants seront bien gardés. Cela représente aussi une augmentation du pouvoir d'achat. Si le deuxième partenaire va travailler, c'est quand même ce que le gouvernement veut, plus de net du brut. Et si le deuxième revenu est essentiellement utilisé pour la garde des enfants, eh bien, il ne reste plus grand-chose de ce deuxième revenu. Et donc, c'est un pas qui va dans la bonne direction. Et c'est un investissement primaire dans les enfants et dans leurs chances pour l'avenir. Merci, M. Claude Mèche. Vous voyez que le gouvernement commence l'année sur les chapeaux de roue avec une politique ambitieuse, mais je dirais une fois de plus que les réformes
Eh bien, c'est bien entendu beaucoup d'assimiler tout ça dans le cadre d'une conférence de presse, mais nous avons plusieurs buts qui émanent de l'accord de coalition. C'est un allègement pour les contribuables, un renforcement du pouvoir d'achat, une augmentation de la cohésion sociale en faveur de ceux qui ont des difficultés. Et là, nous le voyons, ça c'était le fil conducteur de la part des orateurs. Vous avez reçu pas mal d'explications des collègues ministres. À mon avis, il sera à vous d'assimiler, de comprendre de quoi il s'agit. Mais si vous avez quand même des questions très urgentes, vous pouvez les poser. Malheureusement, RTL Radio, je suis un peu confus, monsieur Arnaud. Il y avait des remarques qui indiquaient qu'il devait y avoir plus de dépenses pour l'État. Et on passait à 450, 900 millions d'euros, alors que dans la Chambre, il était question d'1,4 milliard. Ça, je ne les retrouve pas. Ça, c'était des données qui étaient dans la fiche financière du projet. Là, il s'agit de 880 millions en 2028, 920 en 2029. C'est l'impact brut. Vous devez bien entendu tenir compte des tranches indiciaires. Il y aura encore une tranche en 26 et en 27, donc il faut tenir compte de 4 tranches indiciaires et demi, si les calculs du Statex sont justes. À ce moment-là, c'est ça qui sera pris comme base pour le financement correspondant. Donc, de 2024 à 2028, il n'y aura pas d'apurement des barèmes fiscaux. Ce qui sera accumulé là servira de financement parallèle. Oui, mais tant qu'on y est dans les textes que vous avez distribués, ça voudrait dire qu'après chaque troisième tranche indiciaire, ce serait automatiquement, et en réalité, c'est un peu l'ancien modèle. Oui, vous l'avez bien décrit, monsieur Arnaud. Dans le gouvernement, nous en avons parlé sur cet impact. Une indexation tout à fait automatique, c'est difficile dans un barème fiscal. Pourquoi? Parce que les impôts sont fixés dans le cadre du débat budgétaire pour l'intégralité de l'année qui suit. Et alors, c'est difficile, s'il y a une tranche indiciaire au 1er mai, d'en tenir compte intégralement. Par contre, à partir de 2028, ce qu'on va faire, s'il y a 3 tranches indiciaires qui se sont accumulées, ce sera le gouvernement qui gouvernera le pays. Il devra faire de sorte que, par exemple, pour qu'en 2031, les impacts des tranches indiciaires seront appliqués. Soit ils feront plus, soit ils feront moins, soit ils vont faire davantage dans une réforme générale. Ça, ce sera la responsabilité de ce gouvernement-là. Mais en tout cas, le gouvernement est tenu de présenter un projet de loi. C'est ce qui était prévu déjà avant 2012. Le Premier ministre actuel et l'ancien ministre des Finances et l'actuel ministre des Finances, on avait aboli. Maintenant, ce sera introduit. Question, monsieur Alda. Alors, est-ce que les gens peuvent encore se paxer ou se marier cette année-ci ou l'année prochaine tout en profitant de la classe fiscale 2? Alors, ça peut être fait dans le cadre... De toute façon, ça se joue seulement à partir du 1er janvier 2028. Tout un chacun qui va se marier ou se paxer
jusqu'au 31 décembre 2027 serait alors automatiquement dans la classe fiscale 2. S'il est paxé, il peut aussi demander la taxation séparée. Après, tout le monde aura le choix s'il veut rester dans la classe d'impôt 2 ou s'il veut changer dans le nouveau tarif pour les personnes qui travaillent à 2. Et sur un plan statistique, ce sont 75% des ménages à Luxembourg. Et donc, ils ont quelque part tous intérêt à changer vers la nouvelle formule. Mais comme je l'avais dit, l'administration d'impôts et les personnes du ministère seront à la disposition en ligne et en direct pour soutenir les contribuables en 2027 pour que dans leur situation fiscale, on pourra faire la lumière sur toute la question pour faire un bon choix. Et même que mon collègue, c'est très bien comme ça. J'ai une petite précision pour les couples. Couples mariés, justement, ils auront le choix, donc vous disiez, entre rester comme aujourd'hui classe 2 ou passer en classe 1. Comment ce choix pourra être fait très concrètement? Est-ce qu'il y aura un simulateur en ligne? Comment vous allez faire pour que les gens puissent justement faire le choix éclairé dont vous venez de parler? Merci. Oui, merci beaucoup pour cette question. Plötzburg einfach. OK, dann antworte ich auf Plötzburg. Bon, alors je vais répondre en luxembourgeois. Allons-y. La question qui avait été déposée. Alors, est-ce qu'il y aura un simulateur, une calculette? Comment est-ce qu'on va informer les gens s'ils ont intérêt ou non de passer de la classe 2 à la classe 1? Oui. En 2027, il y aura un simulateur en ligne. À ce moment-là, les gens pourront introduire les deux revenus et ils vont voir quelle est la situation, soit avec le statu quo en classe 2, soit ce qu'il y aurait comme charge fiscale s'ils passent à la classe 1. Alors, tout le monde n'a pas la possibilité d'introduire tout ça, mais les personnes pourront aussi se renseigner auprès des bureaux d'impôts. Et ils savent la situation fiscale sur base des années précédentes. Et à ce moment-là, on pourra aussi avoir un bureau fiscal ambulant. Ce sont des bus ou plutôt des navettes et on va pouvoir rencontrer les citoyens pour leur donner des tuyaux. Et c'est aussi une question de simplification qui en découleront parce que les gens vont savoir très bien quelle sera leur situation fiscale dans leur couple. Ils ne devront plus payer des avances. Et la deuxième carte fiscale, c'est quelque chose qui sera aboli parce que ça a engendré des malentendus. Parce que pour le deuxième, on vous retient forfaitairement 15%. Et une fois qu'arrive le décompte fiscal, il s'avère qu'on doit payer plus que les 15%. C'est donc quelque chose qui va passer à la trappe. Ce sera plus équitable et ce sera plus simple. Oui. Laurent Schmitt, reporter LO. Pour bien comprendre l'impact, Monsieur Roth, les chiffres que vous aviez indiqués, ils concernent la classe d'impôt unique. Et là, on n'a pas les plafonds que vous comptez augmenter. Et à ce moment-là, on passe à ce que disait M. Hahn et Maïch aussi. On dépasse allègrement le milliard sur le plan du budgétaire. Alors oui, ce que j'avais évoqué, 880 millions pour 2028, ça, ce serait l'impact du projet fiscal tel que je l'ai expliqué. Cela correspond aussi tout ce qui va être augmenté à l'avenir, la déductibilité des impôts, des plafonds assurance, la prime pour les contrats d'épargne. Donc là, c'est l'impact brut et ce sera financé en contrepartie par ce qu'il y aura avec les tranches indiciaires échues. Donc c'est pas seulement l'impact de la classe unique. Oui, mais alors les autres mesures du ministère des Familles plus du ministère de l'Éducation vont s'ajouter. Oui, bien sûr, ça c'est un plus de ces postes
financiers qu'il y aura maintenant sur base de ces prestations qui dépendent du ministère de M. Claude Mage. Ce sont des postes budgétaires existants. C'était comme l'expliquait M. Mage. L'aspect supplémentaire, c'est à peu près 79 millions d'euros. Oui, ça compte en plus dans ces contextes. Alors, vous avez maintenant parlé de ces plafonds de déductibilité. Dans quelle mesure est-ce que c'est transférable entre les partenaires tel que c'est possible? Alors, si par exemple un des partenaires ne gagne pas assez, ou est-ce qu'il ne devrait pas payer d'impôts? Là, vous n'avez rien prévu? Non, c'est la philosophie, c'est une fiscalité unique et les plafonds qui n'auraient pas été dépensés, soyons honnêtes, avec 900 euros, une assurance d'une voiture, vous savez ce que coste une responsabilité civile, on est très rapidement au-delà de ce montant. Ça, c'est pas transport. Ce qui sera séparé, ça je tiens à le souligner, c'est l'abattement pour la petite enfance, ce sont les 450 euros qu'il y a comme abattement par mois. Ça, ce sera séparé, si vous voulez, entre les deux parents. Donc c'est par enfant, ça, ce sera séparé. Et dans le cas d'une famille monoparentale, à ce moment-là, c'est les 5 400 euros par an qui seront chaque année. Les impôts pour les crédits pour les prêts hypothécaires, il y a des injustices. Il y a un crédit commun pour le prêt hypothécaire, c'est dégressif. Ça, c'est séparé entre les deux parents, les deux époux. Et s'il y a des enfants, alors par enfant, c'est séparé entre le partenaire A et B. Je répète, si, par exemple, vous avez construit une maison, alors les premières 5 ans, vous avez les taux, les intérêts, vous pouvez utiliser les taux d'intérêt débiteur de 5 000, par exemple. Si vous avez 2 enfants, alors chacun 6 000 euros, 16 000 pour un enfant, pour une famille avec 2 enfants, donc chacun déduit la moitié. C'est toujours la séparation. Mais ce qui n'est pas transférable, ce sont les primes d'assurance. Là, les enfants sont splittés, oui, mais si un ne l'utilise pas, on ne peut pas le transférer sur l'autre. Ça, techniquement, ce serait trop difficile. Dernière question. C'est une réforme coûteuse, oui. De la part du gouvernement, est-ce qu'il y a une étude qui montre quel est l'impact sur le taux d'emploi? Dans l'exposé des motifs, on parle d'une étude du LISER de 2016, qui est un peu trop vieille. Est-ce qu'il y a de nouvelles données sur les attentes? Ici, il s'agit d'une réforme pour une société moderne qui tient compte de la réalité de vie des personnes. Et je répète, en 1990, il y avait les premières discussions. Le ministre des Finances à l'époque, Jean-Claude Juncker, a déjà parlé de la classe unique. On avait statistiquement 41% des ménages où il y avait 2 personnes qui travaillaient. Aujourd'hui, à partir de 2022, on était déjà à 75%. 75% des ménages où il y a les 2 partenaires qui travaillent, c'est un choix. Ou alors, je pense que c'est évident aussi, comme la vie est chère, c'est aussi des allègements additionnels, c'est voulu par le gouvernement. Statistiquement, je ne peux pas le prévoir, mais personne n'est puni si, en tant que partenaire, dans la deuxième personne, on travaille plus, parce que par cette réforme, il y a des allègements. Je vous donne un exemple ici qui est significatif. Et pour la classe d'impôt 2, vous l'avez dans vos documents ici, les gens peuvent le voir sur le site d'Internet également. Vous avez un ménage où le premier partenaire gagne 60%, le deuxième 40%. 125 000 de revenus imposables par an.
à partir de 28, ils auront plus de 5 000 euros net de plus. Donc, personne n'est puni s'il travaille ou s'il travaille plus dans un ménage. Le Tageblatt, j'avais une question de compréhension. La réforme que M. Maïch et M. Hahn ont présentée va également être en vigueur en 28 ? Non. La réforme du chèque service, si le processus législatif le permet, ça a été accepté par le Conseil de gouvernement, ça doit entrer en vigueur le 1er janvier 27. Certains éléments, j'ai parlé de la tarification, ce sera pour 27, par la répartition de personnel, par exemple, d'autres éléments, on en parlera une autre fois, ce sera en vigueur les autres années, parce que là, il faut encore d'autres éléments. Pour les prestations du ministère de la Famille, ce qui est socialement sélectif aussi, c'est prévu de mettre en vigueur le 1er janvier 2027, donc un an avant l'introduction de la réforme fiscale. Encore une petite question, dernière question. Pour la classe fiscale unique, la période de transition, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles injustices du fait que les personnes qui se marient au Pacs le 31 décembre 2027 et ceux qui se marient ou se Pacs le 1er janvier 2028, les uns, ils peuvent rester dans la période de transition et les autres ne le peuvent plus? Oui, il y a une date qui est déterminante. La mise en place pour la réforme, pour la réforme des pensions en 99, ça existait aussi pour la réforme des allocations de famille dans le secteur public en 2015, ça existait aussi. Chaque fois qu'il y a une grande réforme, il y a bien un jour une date déterminante et c'est bien le 1er janvier 2028. Que ça crée des injustices, je dis non, parce que chaque personne qui est introduite dans le système après 28, il sait la situation. Et cette situation individuelle ne change pas. C'est le grand avantage. Quelqu'un qui en 2027 commence à travailler et le 30 juillet 28 se marie, pour sa fiscalité, ça ne change rien. Son imposition, ça ne change rien parce que c'est un grand avantage parce que ça donne une prévisibilité, surtout aux jeunes. Et je vous donne l'exemple encore de 60-40. La plupart des personnes, et je dis 75% des ménages, statistiquement, ça peut varier d'1 ou 2%, ont plus d'un revenu dans un ménage. Alors ces personnes-là ont des avantages de changer pour le système U. Et cette période de transition, par exemple, là pour les pensionnés, par exemple, c'est normal parce que ça, ce sont des gens qui, il y a 20-30 ans, étaient au milieu de leur vie. Et là, il y a ils ont l'avantage du splitting des époux. Et là, ils gardent leur avantage. Et c'est pour ça qu'on a la période de transition de 25 ans. J'ai encore quelques questions. Je ne sais pas avec laquelle je dois commencer, mais je veux commencer par la phase de transition. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser des allocations pour compenser, par exemple, si je suis en classe 2, ça ne fonctionne pas bien pour moi en U, pourquoi vous n'avez pas d'allocation? On a fait ceci parce que, point de vue technique, c'est un grand travail au niveau technique. Ici, ça nous a semblé plus simple. Tout le monde sait, on a un seul tarif sans transfert, ce qui a l'avantage que ce système est pérenne. Il reste en place et tout le monde sait, voilà ce que je dois payer, si je gagne plus ou moins, voilà ce que je dois payer comme impôt. On a pris ce choix parce que c'est un choix pratique, transparent, simple et qui soulage les personnes. Et je répète que personne ne paye davantage d'impôts. Pour le barème,
entre les premières propositions faites en juin-juillet et maintenant, est-ce qu'il y a des petits ajustements pour la classe 2 pour répondre un peu aux critiques de l'ADR? À quoi ressemblent ces adaptations? C'est peut-être très technique. Vous avez fait des soulagements, mais la question est combien de personnes ont moins de charges à payer par ce barème? Je comprends ce que vous voulez dire. Il est correct qu'on a travaillé avec les partenaires sociaux, les syndicats, on a eu des échanges constructifs. Ils nous ont amené leur expertise. La Chambre des salariés, par exemple, ils nous ont aidés au ministère, ensemble avec l'administration, pour expliquer les situations bien divergentes, surtout pour les frontaliers, parce que vous savez, les frontaliers sont également imposés au Luxembourg s'ils ont une certaine somme de leur revenu qui est perçue à Luxembourg. Ça nous a aidés. Par rapport à ce qu'on a mis sur place en juin-juillet, ce qu'on a discuté d'abord, on a donc créé l'abattement petite enfance, notamment, parce qu'on s'est dit, voilà, on a une réforme pour une classe unique, mais il faut tenir compte de l'enfant, parce qu'un enfant, c'est une charge financière. C'est pour ça que les différentes allocations qui ont été présentées sont augmentées, et nous faisons encore un supplément pour les personnes qui, vous savez, les petits-enfants qui ne vont pas encore dans le précoce, ne profitent pas encore des crèches, des chèques-services, etc. Comment contribuer? Donc, le système tient compte de l'enfant. Ce qui est important, par exemple, un père reste un père, une mère reste une mère, qu'ils sont mariés, pacsés, séparés ou divorcés. Et dans le système actuel, ça n'existe pas. Par exemple, un père qui n'a pas la garde de l'enfant, il reste encore 3 ans en classe 2 et puis il est dans la classe 1. Donc, il est traité comme un célibataire. Cette injustice, on la supprime par cette réforme. C'était la volonté de ce gouvernement. Donc, c'est un système d'impôt moderne ajusté. Le DP veut que les enfants aillent travailler, mettre les enfants en crèche, et le CSV, où est-ce qu'il y a le feeling, le flair conservatif? Le Premier ministre a souvent dit que le CSV n'a pas d'aile, on est un parti du peuple, et là aussi, c'est une politique qui a été discutée, qui a été acceptée, et où il y a l'élément vraiment qui tient compte de la réalité de la vie d'aujourd'hui et qui tient compte de l'enfant et qui décharge les personnes vraiment des classes moyennes. C'est ce qu'on était dans le programme électoral et nous le mettons en pratique ici. En tant que DP, j'aurais pu le souligner aussi. On peut discuter, évidemment, ici, mais ici, il s'agit surtout de l'enfant et des possibilités d'avenir de l'enfant. Et on parle d'éducation, de l'éducation non formelle, et comme l'école est gratuite, on veut que tout le monde puisse se payer une bonne crèche, une bonne maison relais, des parents d'un jour, etc. C'est pour ça qu'on fait un effort supplémentaire ici. Nous savons qu'il y a encore d'autres charges quand on a des enfants, bien entendu. Et c'est pour ça qu'ici, on fait des allègements pour les familles avec enfants par le chemin du chèque service accueil pour 79 millions. Et c'est important pour le DP, pour le CSV, pour aider les familles avec enfants. Plus de net, du brut, plus de pouvoir d'achat. Et surtout, créer un cadre où les enfants peuvent évoluer de manière positive. C'est ce qui est important. Je ne peux que le souligner. Nous voulons souligner le choix de tout un chacun.
Donc, c'est ce qu'on veut souligner, c'est une question de choix. Ce n'est pas la tâche de l'État d'imposer des situations. Il y a des situations familiales qui sont en partie voulues, en partie un peu moins. Alors ça, c'était l'autre question que je voulais souligner, parce qu'on a toujours parlé des coûts dans la politique sociale. Il y a autre chose que les coûts. En grande partie, la question est de savoir comment on peut mettre plus de disposition à la population qui habite dans ce pays. Et je tiens aussi à souligner l'augmentation des allocations familiales. Déjà, pendant les premières discussions en vue de la formation d'un gouvernement, on avait dit il faut qu'on fasse quelque chose pour diminuer le risque de pauvreté des enfants. Parce qu'il y a une des décisions qu'on avait déjà prises, c'était que pour les enfants de plus de 12 ans, il fallait un soutien plus important, chose que fait le gouvernement actuellement. Alors, si on prend l'augmentation de plus de 60 € pour ces enfants-là, c'est quelque chose qui est favorable aux enfants, favorable aux familles. Les deux parties soutiennent ces mesures, et c'est pas seulement une question de coût, c'est aussi une question comment on aide les personnes, et accessoirement, cela permet aussi de faire circuler les sous dans le pays. Ça aide aussi les personnes qui travaillent dans le secteur où ces sous seront dépensés. Eh bien, c'est pas la première finalité, mais on voit qu'il y a une meilleure prospérité, vu qu'on a plus d'argent dans les poches. Ce sont des sous qui seront dépensés pour les enfants et pour eux-mêmes. C'est quelque chose dont profitent les classes moyennes, les magasins, etc. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, vous avez maintenant déjà du pain sur la planche. J'espère qu'on a pu bien répondre à la plupart de vos questions. Et puis, ne vous en faites pas, les collègues vont s'occuper du processus législatif. Il y aura les avis des chambres professionnelles. Donc, on va très certainement encore se rencontrer souvent dans le courant de l'année. Encore une fois, les meilleurs vœux de nous tous, à vous tous. Hors micro. Le Luxembourg défend le droit international. Le droit international ne prévoit pas qu'on reprend un autre pays. Je vais parler cet après-midi à la Première ministre danoise. Nous défendons les principes du droit international au Groenland et ailleurs. Merci.